Je sors de la projo de 28 ans plus tard. J'ai pleuré devant ce film. Je suis vraiment pas sortable. C'était vraiment ouf. Parfois, il y a des films qu'il faut vraiment prendre le temps de digérer pour savoir si on a aimé ou pas. Mais là, c'est pas du tout le cas. Je suis totalement fan. C'était hyper surprenant, hyper riche. J'ai vraiment plein de choses à dire dessus. J'ai trop hâte qu'on en reparle. Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut, moi c'est Anaïs. Bienvenue dans Anaïs se fait des films, le podcast qui vous parle de l'actualité et des coulisses du cinéma. Vous avez envie de vous faire un petit ciné cet été ? Voici quelques-unes de vos options. Destination Finale Bloodlines, le 6e volet de la franchise Destination Finale. 28 ans plus tard, la suite de 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Ballerina, le spin-off de la franchise John Wick. Karate Kid Legends, qui est une suite du remake de l'original des années 80, si j'ai bien compris. Souviens-toi l'été dernier, une nouvelle version. Lilo et Stitch, une nouvelle version. Jurassic World Rebirth, qui est, je sais pas le combienième film de la saga Jurassic Park. Les 4 Fantastiques Premier Pas, qui doit être un prequel des 4 Fantastiques. Superman, ah oui, lui je le connais. Mission Impossible 8, Megan 2.0, The Old Guard 2, Freaky Friday 2, Nobody 2, ou encore Dragon, le remake en prise de vue réelle du film d'animation sorti en 2010. Ça va, vous avez réussi à déceler le dénominateur commun de toutes ces sorties ? Bon ok, j'avoue, c'était un peu facile. Pourquoi les blockbusters sortent-ils l'été ? Depuis quand la saison des vacances, des glaces à l'eau et des coups de soleil est-elle devenue le terrain incontestable des franchises, des films d'horreur et des productions grand public ? Qui choisit à quelle date sortent les films et selon quels critères ? Pour en parler, plus tard dans cet épisode, vous pourrez entendre mon interview avec Stéphane Huard, le président de Sony Pictures France, qui m'a parlé de ce que représente l'été dans sa stratégie de distribution. J'ai aussi pu parler avec Charles Lambert et Patrick Cibourg, distributeurs chez Nour, qui ont quant à eux travaillé sur la sortie de Life of Chuck, un film actuellement en salle dont je vous ai parlé la semaine dernière. Les distributeurs, ce sont ceux qui font le lien entre les producteurs d'un film et la salle de cinéma dans laquelle vous allez le voir. Ils déterminent la date de sortie, mais aussi le plan com et marketing, constitué notamment des posters et des bandes-annonces dont je vous parlais dans l'épisode précédent. C'est un métier crucial dans l'industrie, mais pas forcément bien connu du grand public, et c'est pour ça que j'ai voulu qu'ils nous livrent les coulisses de leur travail. À la fin de l'épisode, je vous parlerai aussi en détail d'une des sorties les plus attendues de l'été, 28 ans plus tard. Spoiler, j'ai adoré. Vous pourrez aussi m'entendre parler d'un autre film en salle à l'heure actuelle, un film que j'ai adoré, qui n'est pas un blockbuster, mais que je vous encourage vraiment à aller voir. Ça s'appelle Le Rendez-vous de l'été. Mais avant ça, j'ai envie de vous raconter comment sont nés les blockbusters de l'été, et sans vouloir vous spoiler, je pense qu'on va avoir besoin d'un plus gros podcast. Est-ce que ce serait pas le moment d'un petit effet retour en arrière ? Extérieur, jour, vue sous-marine. Sous l'eau, on observe les baigneurs d'une petite plage de la côte est américaine. Leurs jambes s'agitent. À la surface, des groupes d'enfants jouent sous le regard de leurs parents. Un petit chien nage frénétiquement dans la mer. Assis sur le sable, Brody, joué par Roy Scheider, semble préoccupé. Dans l'eau, à quelques mètres de là, une jeune femme crie brusquement alors qu'elle est aspirée sous la surface. Brody se lève, inquiet, scrute l'horizon. Mais la jeune femme réapparaît. Il s'agissait juste d'un jeu. L'après-midi poursuit son cours. Au bord de l'eau, un enfant bâtit un château de sable. Le petit chien, aperçu plus tôt, a disparu et son maître l'appelle, en vain. Sous l'eau, une caméra subjective se faufile entre les jambes des baigneurs, alors qu'un air menaçant, composé par John Williams, retentit. La musique s'accélère. Les baigneurs ne soupçonnent toujours rien. La tension monte. Soudain, un jeune garçon est aspiré par une présence sous-marine. Alors que les autres vacanciers regardent la scène sidérés, l'eau se trouble de sang rouge vif. La panique s'empare de la plage, Brody se rapproche et hurle aux enfants de sortir de l'eau. Mais l'horreur s'est déjà produite, et le requin qui terrorise la petite ville d'Amity a fait une nouvelle victime. Il y a 50 ans, jour pour jour, le 20 juin 1975, les spectateurs américains découvrent pour la première fois Les Dents de la Mer, brillamment mis en scène par Steven Spielberg. Vous connaissez peut-être, c'est un film sur un gros requin.
Et c'est aussi l'un des films les plus rentables de l'histoire et celui qui a fait du blockbuster un genre cinématographique à part entière. Quand le public découvre Les Dents de la Mer, Steven Spielberg n'a que 28 ans, plus ou moins parce qu'à cette époque, il aime bien mentir sur son âge pour amplifier sa réputation de jeune prodige. D'ailleurs, moi j'ai 23 ans si vous vous posez la question. Et son film d'horreur va bouleverser l'histoire du cinéma, atteignant un succès critique et commercial que personne n'aurait pu prédire quelques mois plus tôt. À l'origine, Les Dents de la Mer est un roman écrit par Peter Benchley quelques mois seulement avant d'être adapté. Les producteurs David Brown et Richard Zanuck en achètent les droits et ils mettent Spielberg, alors jeune réalisateur, sur le coup. On est dans les années 70, en plein renouveau cinématographique. C'est l'ère du nouvel Hollywood, le moment où de jeunes auteurs visionnaires et un peu rebelles, comme par exemple Francis Ford Coppola, Martin Scorsese ou encore William Friedkin, vont s'affranchir des codes classiques des studios et nous offrir des propositions cinématographiques inédites. C'est une époque de grande expérimentation et aussi de grand n'importe quoi, où les tournages se passent généralement pas très bien. Et Les Dents de la Mer n'échappent pas à ces complications caractéristiques du nouvel Hollywood, à savoir un script qui n'arrête pas d'être révisé à la dernière minute, un énorme dépassement de budget et un tournage qui accumule les retards. Le plus gros problème, ce sont les différents modèles de requins animatroniques, surnommés Bruce en référence à l'avocat de Spielberg, qui n'arrêtent pas de tomber en panne, ce qui exige d'incessantes réparations. Et puis ce qui est pire, c'est que quand on les voit à l'image, ils font vraiment pitié. Spielberg, menacé à plusieurs reprises d'être viré de son tournage catastrophique, va donc devoir se montrer très créatif. Et, petit génie qu'il est, il décide alors de ne pas trop montrer le requin et de plutôt travailler sur la suggestion. Un peu comme l'avait fait Hitchcock en son temps. Le tournage, qui devait à l'origine durer 55 jours, se conclut au bout de 159 jours, soit 5 mois et demi. Le budget, lui, a explosé de 300%. Show me the money. Show me the money. That's it, brother, but you got to yell that shit. Show me the money. Bref, le tournage s'est plutôt mal fini et Spielberg pense que sa carrière est terminée. La suite, vous la connaissez, c'est évidemment l'inverse qui va se produire. Le film va être sauvé non seulement par sa qualité visionnaire, mais aussi par le montage de Verna Fields et par son marketing novateur. Ça peut paraître fou aujourd'hui, mais avant Les Dents de la Mer, les films n'avaient pas vraiment de stratégie de distribution ou de budget marketing conséquent. En tout cas, pas à l'échelle que l'on va connaître par la suite. À ce moment-là, les publicités à la télé n'en sont qu'au stade d'expérimentation, mais Universal, qui veut vraiment sauver Les Dents de la Mer du désastre, s'inspire d'une stratégie encore balbutiante et décide de dépenser 700 000 $, c'est une énorme somme pour l'époque, sur des pubs de 30 secondes qui seront diffusées en prime time à la télé. None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Damn fish, but I'll catch him and kill him. Did you hear your father? Out of the water now! This shark, swallow you whole. From the best-selling novel, Jaws, rated PG, maybe too intense for younger children. Ils mettent aussi le paquet sur les produits dérivés, des t-shirts, des serviettes, des boîtes à déjeuner pour enfants, sans oublier le cultissime poster bleu qui représente l'immense requin, deux faces, sous l'eau, prêt à dévorer une séduisante nageuse. Enfin, Universal s'attelle aussi à promouvoir le livre d'origine autant que le film, pour qu'au moment où Les Dents de la Mer débarquent en salle, le public ait déjà eu le temps de se familiariser avec l'histoire, les personnages, et ait hâte d'en découvrir l'adaptation à l'écran. L'autre vrai tournant pour l'époque, c'est que le studio expérimente avec une stratégie de sortie globale en salle, c'est-à-dire que le film est diffusé dans plus de 400 cinémas à travers le pays dès le premier jour de la sortie. C'est une vraie innovation puisqu'avant, les films étaient d'abord diffusés dans les grandes villes avant d'atteindre progressivement d'autres publics. Pour vous donner une idée, pour sa sortie officielle en 1972, Le Parrain a d'abord été diffusé dans 5 cinémas. Jusqu'aux années 60, en fait, une des stratégies de distribution les plus courantes pour un film, c'était le roadshow, c'est-à-dire une promotion événementielle de ville en ville qui permettait au film d'être vu pendant une très longue période, mais pas simultanément dans tout le pays. Ouvrir dans plus de 100 salles en simultané, c'était généralement réservé aux mauvais films. En fait, ça permettait aux studios de récupérer un maximum de leur investissement avant que le mauvais bouche à oreille ne tue le film et que ce dernier soit inévitablement déprogrammé. Mais le marketing inédit des Dents de la Mer génère une curiosité énorme et sa qualité indéniable, associée à sa distribution à large échelle, va en faire un carton. Le film, qui gagnera tout de même 3 Oscars, meilleure musique, meilleur son, meilleur montage, devient le premier de l'histoire à atteindre 100 millions de $ au box-office. Il bat ainsi le record précédemment établi par L'Exorciste. Avec ses 9 millions de budget, convertis en 260 millions de $ de recettes aux États-Unis, il devient le film le plus rentable de l'histoire. Pendant quelques années en tout cas, avant d'être détrôné par les autres blockbusters qui suivront ses traces, comme Star Wars.
On peut quand même préciser qu'en ajustant pour l'inflation, les recettes domestiques de l'époque équivaudraient aujourd'hui à 1,5 milliard de dollars, et ça le placerait quand même au-dessus d'Avengers, Barbie ou Top Gun Maverick dans les plus gros blockbusters de l'histoire. Il y a un autre allié du film, c'est l'été. À la base, Les Dents de la Mer devaient sortir à Noël 1974, mais les retards de production ont été tellement désastreux qu'il finit par être programmé en juin, le moment où tout le monde va à la plage. Ça tombe bien. Le film de Spielberg transforme une image d'Épinal estivale, la vie paisible d'une petite ville balnéaire, en décor de film d'horreur. Non seulement la communication a très bien marché, mais on est en été, les gens ont du temps libre, alors forcément, tout le monde va voir Les Dents de la Mer. Le film est classifié PG aux États-Unis, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller le voir, mais un accompagnement parental est recommandé. En France, il est tout de même interdit aux moins de 13 ans. Et d'ailleurs, si vous vous demandez d'où viennent mes tendances cinéphiles, il se trouve que ma mère a vu Les Dents de la Mer en salle. Elle était un poil jeune, mais elle m'a dit qu'elle était accompagnée de grands et qu'elle se souvient encore d'avoir eu très très peur. Et effectivement, plein de gens qui sortent du film et s'apprêtent à partir en vacances à la mer sont traumatisés. Sur les côtes américaines, la fréquentation des plages baisse de 20 à 30% l'été de la sortie. Les requins développent une très mauvaise réputation et de nombreux nageurs américains affirment rester au bord de l'eau de peur de croiser un sosie de Bruce le requin. L'incroyable succès du film de Spielberg va livrer une formule que tous les studios tentent de reproduire depuis. Un film avec un concept simple et percutant, qui a le potentiel de déplacer les foules en masse dans les salles de cinéma et leur procurer d'incomparables frissons de divertissement. 50 ans plus tard, un film comme Destination Finale Bloodlines, qui met en scène un barbecue estival qui se transforme en bain de sang, s'inscrit totalement dans la lignée des Dents de la Mer. Oui, j'ai tracé un lien entre Destination Finale et le chef-d'œuvre intemporel de Spielberg, une cascade à ne pas reproduire chez vous, mais c'est pas pour rien que les films d'horreur restent des indispensables de la programmation estivale. Le plaisir qu'on va ressentir devant un scary movie est similaire à celui qu'on vit dans une fête foraine ou en haut d'un grand 8, c'est-à-dire un frisson d'excitation aussi ludique que cathartique. I'm both frightened and the roused. Et d'ailleurs, cette année, après le super Destination Finale Bloodlines, vous pourrez aussi découvrir 28 ans plus tard, Megan 2.0, Souviens-toi l'été dernier, Dangerous Animals, que j'avais vu à Cannes, Weapons, Together, La Nuit des Clowns, L'exorcisme d'Emma Schmidt, bref, il y en a au moins un qui sort toutes les semaines jusqu'à fin août, et c'est pas un hasard. Un demi-siècle après le succès de Jaws, l'été reste une période stratégique incontournable pour les distributeurs, et les gros projets se bousculent au cinéma. Parce que c'est le moment où on peut toucher un très large public. Grâce aux vacances scolaires, les ados et les étudiants ont du temps libre pour aller dépenser leur argent de poche dans les salles. Les parents cherchent à occuper leurs gamins avec des programmes familiaux. Et les adultes qui disposent de congés payés, perso je connais pas mais apparemment il y a des gens qui en ont, peuvent se détendre à l'abri de la chaleur dans une salle fraîche et obscure. C'est pour ça qu'en été, les distributeurs choisissent des franchises et des gros projets qui sont vus comme des paris sûrs en termes d'entrée en salle. En gros, les films qui ont le plus de chances d'exploser le box-office, ou pour reprendre littéralement l'expression blockbuster, d'exploser le quartier ou de casser la baraque. On les appelle aussi parfois les tentpoles, c'est-à-dire les mâts de tente, parce qu'ils sont censés soutenir à eux tout seuls les charges financières de leur studio. Ça peut paraître fou, mais l'été, certains grands studios peuvent réaliser jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires annuel. Mais pour ça, bien sûr, il faut réussir à créer l'événement, et avec un bon film, c'est encore mieux. Vous vous souvenez sans doute il y a 2 ans du phénomène Barbenheimer. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie! Barbie et Oppenheimer, 2 films qui n'avaient pas forcément l'étoffe de blockbuster de l'été, ont quand même réussi à créer une sensation en alliant leur stratégie marketing, et ça a clairement défini le ton culturel de cet été-là. Cette année, plusieurs gros films que j'ai mentionnés en début d'épisode vont se disputer le titre du plus gros succès de l'été, du plus gros poisson, j'ai envie de dire. Je ne sais pas s'ils seront tous à la hauteur des Dents de la Mer, mais en tout cas, c'est clairement l'objectif. Et j'en ai parlé avec Stéphane Huard, le président de Sony Pictures France. Avant ça, il avait travaillé chez Disney et Universal. Il s'y connaît donc plutôt bien en stratégie marketing. Et il m'a accordé un peu de temps pour m'expliquer les enjeux du métier de distributeur et la stratégie entourant ces grosses sorties de l'été, notamment le génialissime 28 ans plus tard. Est-ce que vous pouvez expliquer quel est l'objectif principal d'un distributeur de films ? Oui, alors mon travail, c'est d'être en relation avec le studio aux États-Unis, le studio Sony Pictures, qui distribue des labels comme Columbia, TriStars, Columbia, Screen Gems, des différents labels de films. Et donc, ces films nous sont proposés pour le marché français. Et notre travail, c'est à la fois d'estimer leur potentiel, de voir comment ils peuvent toucher un public qu'on doit définir sur l'audience française, et puis de faire
tout ce qui est nécessaire pour que ce film touche son public, c'est-à-dire à la fois adapter le film avec ses sous-titres et ses traductions et son doublage, mais aussi toute la communication pour que le film apparaisse dans l'environnement du spectateur et qu'il ait envie d'aller le voir. Et enfin, toute la partie commerciale de négociation avec les salles de cinéma pour que le film soit, comme on dit, programmé, c'est-à-dire joué dans les salles de votre quartier. Comment est-ce qu'on estime le potentiel d'un film ? Alors c'est un petit peu le cœur de l'appareil du métier, c'est-à-dire que c'est vraiment à la fois un mélange de connaissance des goûts du public, de sensibilité qu'on peut avoir par rapport à différents types de propositions dans le film, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une thématique, est-ce qu'il y a un réalisateur, est-ce qu'il y a des acteurs, est-ce qu'il y a un sujet qui est intéressant, est-ce que le film en lui-même est de qualité, c'est-à-dire est-ce qu'on considère qu'il est bien ou pas bien pour ce public donné, et donc c'est comme ça qu'on estime, et après évidemment on se sert de notre expérience, de tous les films comparables, si c'est possible, puisque chaque film est un prototype, mais quand même, on essaie de définir des environnements comparables qui nous permettent d'estimer un potentiel de film. Et à partir de là, ce potentiel va nous permettre de définir combien on peut investir d'argent pour soutenir ce film. Il ne faut pas trop dépenser, sinon on va perdre de l'argent. Il ne faut pas sous-dépenser non plus, parce que sinon on ne va pas atteindre notre objectif. Et comment est-ce qu'on choisit la date de sortie d'un film en fonction de quels critères ? En fait, les dates de sortie sont publiques, c'est-à-dire que tous mes collègues, distributeurs américains, français, donnent sur le marché les dates des films qu'ils vont sortir dans le futur. Et donc, il y a un calendrier commun qui est accessible par la presse professionnelle sur lequel on voit tous les films qui vont venir, disons, dans les 2 ans à venir. Et chaque semaine, des films donc arrivent sur le marché, se positionnent sur une semaine donnée. Et donc, le travail du distributeur, mon travail, c'est de se dire, est-ce que j'ai la bonne date qui correspond au potentiel de mon film ? Ça veut dire que, est-ce que j'ai ou pas un concurrent direct ? Et à ce moment-là, je vais peut-être essayer de l'éviter parce qu'effectivement, le public va pas se partager 10 fois sur une même semaine. Mais en même temps, quelle est la saisonnalité des entrées ? Vous savez que on fait pas le même nombre d'entrées au mois de septembre en France qu'on le fait en janvier ou en période de Noël, par exemple. Donc, chaque marché, chaque semaine a un potentiel qui correspond à la disponibilité des spectateurs. Et donc, à nous de choisir le potentiel qui nous correspond le mieux par rapport au film, sachant que, évidemment, plus le potentiel est grand, plus des gros films avec beaucoup de puissance vont s'installer. Et donc, ce sera plus difficile de rentrer ces dates-là. Pour un film, c'est combien de mois de travail en amont ? C'est à peu près 6 mois. On va travailler sur le concept du film en amont. On l'a pas forcément vu, mais donc c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à la date, par exemple. Et puis après, plus ça va, plus on découvre le film et plus on ajuste la communication et les éléments qu'on va mettre en avant. Et puis on va décider ou pas de faire venir des talents. C'est vrai que faire venir des équipes de films en France, c'est souvent fort et porteur, mais ça coûte beaucoup d'argent, donc il faut le faire à bon escient. L'été, c'est une saison un peu particulière dans le calendrier cinématographique. Pour vous, quelle place ça occupe l'été dans votre stratégie de distribution ? Pour les films américains, l'été est depuis très longtemps une période forte parce que nous avons souvent des films qui s'adressent à un public jeune et ce public jeune est très disponible pendant l'été. Et en l'occurrence, que ce soit les films familiaux, ou les films pour ados ou les films généraux, entre guillemets, qui vont toucher tous les publics, l'été est très pratique pour nous parce que ce public est disponible et que, à l'inverse, il y a moins de concurrence de films français. Les films français souhaitant être plutôt avant ou après l'été, traditionnellement, entre autres parce que les films français ont accès à des médias télévisuels ou presse ou radio qui s'arrêtent un petit peu pendant l'été. Et donc, en l'occurrence, ils vont préférer nous laisser la place, entre guillemets, pendant les mois de juillet-août. Donc, on est très présent en juillet-août avec les films américains et en général, ça se passe très bien. Oui, traditionnellement, l'été, c'est vraiment la saison des blockbusters. Depuis plusieurs décennies, c'est là aussi qu'on va trouver les franchises et les films d'horreur. Et j'ai l'impression qu'avec votre line-up à vous cet été, c'est totalement ça. Oui, c'est ça, effectivement. Et on voit que même il y a même des films d'horreur un peu toute l'année maintenant. On peut se rendre compte que c'est un genre qui se développe énormément et qui fait qu'il y a quasiment une proposition toutes les 2 semaines sur le marché français, par les studios américains, mais aussi par des productions françaises. Donc, effectivement, c'est un secteur qui se développe. Et nous, notre line-up, comme vous le dites, est une variante entre à la fois des films un peu auteurs, on a des grands réalisateurs cet été à proposer, on a des franchises et aussi des films de genre. Pourquoi est-ce que l'horreur continue de ramener les gens en salle, justement ? C'est difficile de comprendre la psychologie du spectateur sur ce phénomène. C'est vrai qu'on a un petit peu un retour de ce qu'on a vécu dans les années 80, je dirais. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a, nous, des remakes maintenant de films de genre. Comme on a vu des remakes de Scream, nous, on va avoir la proposition de Souviens-toi l'été dernier, qui est très attendue. On a vu le retour de Destination Finale il y a quelques temps aussi chez Warner. On voit un revival de cette période d'il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. C'est difficile à expliquer. En revanche, ce que l'on sait très bien, c'est que le spectateur principal est adolescent, voire jeune adulte, mais plutôt adolescent, et assez féminin. Et donc, c'est ce public-là qui nous intéresse particulièrement sur ces films-là.
Bah, c'est vrai que moi, depuis l'adolescence, j'adore aller voir les films d'horreur en salle, donc je suis plus adolescente, mais voilà, c'est ça. Et alors, vous disiez, c'est vrai que maintenant, il y a des films d'horreur qui sortent toute l'année. Comment vous sélectionnez les films d'horreur que vous allez sortir en été spécifiquement? Là, cet été, il y a 28 ans plus tard, Megan 2.0, Souviens-toi l'été dernier. Pourquoi ceux-là, c'est des films d'horreur estivaux, entre guillemets? Alors, Megan, c'est sorti par Universal et c'est un concurrent, mais on est dans la même type de stratégie. Effectivement, c'est la disponibilité du public dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'on sait qu'en juin, fin juin ou en juillet, comme on va le faire sur Souviens-toi l'été dernier, en juillet, le public ado va être disponible, il est en vacances pour beaucoup et surtout le soir a envie de s'amuser. Donc on sait qu'on a une date parfaite pour toucher ce public. Ça nous permet probablement d'aller au-delà de ce qu'on ferait à une autre période où ce même public est à l'école, par exemple. Et donc 28 ans plus tard, quelle est la stratégie particulière de distribution pour ce film? Pourquoi vous avez décidé de le placer à ce moment-là du calendrier? C'est une sortie mondiale, 28 ans plus tard, donc c'est vraiment tout le monde sort la même semaine dans le monde entier. C'est un film qu'on considère quand même un film auteur, puisque c'est Danny Boyle qui se retrouve derrière la caméra, qui fait une proposition qui est, je dirais, très ambitieuse, dans le sens où c'est le début d'une trilogie. Donc on est à la fois au milieu, la fin d'une trilogie qui se termine ancienne, mais en même temps le lancement d'une nouvelle, et une volonté de revisiter cet univers totalement créé par lui-même il y a plus de 20 ans, mais avec une ambition de cast et d'histoire qui va bien au-delà d'un film de genre classique. Donc là, on est sur du film événement pour nous. Et donc, cette date est choisie au niveau mondial, correspondant probablement à une bonne date par rapport à la concurrence américaine. On est un peu avant Jurassic Park, mais derrière nous, il y a un film comme Dragon, mais qui n'est pas tout à fait sur le même public. Donc, on essaie d'avoir un espace de vie, si vous voulez, et d'existence qui nous permet d'être unique à la semaine où on va sortir entre ces deux blockbusters. Et par exemple, vous disiez qu'il y a évidemment la concurrence, ça fait partie de votre réflexion. Vous allez sortir un film d'horreur en été, et puis il va y en avoir un autre comme Megan 2.0. Est-ce que ça vous arrive de vous disputer une date avec un concurrent, ou alors de bouger la date à la dernière minute pour justement pas perdre des entrées en salle? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il serait dommage d'avoir deux films, par exemple Megan et Souviens-toi l'été dernier, le même jour. Ça n'aurait pas vraiment de sens parce que c'est vraiment le même public et on sait que le public, même s'il aime beaucoup aller au cinéma, il n'a pas forcément les moyens d'y aller 2 fois dans la semaine. Donc, si effectivement, je suis par exemple daté début juillet avec un film et que une proposition équivalente mais plus forte se met sur cette date-là, j'ai peut-être tendance à bouger du coup et à prendre d'autres dispositions parce que je peux pas me permettre de diviser mon public par 2 sur un film comme celui-là. Est-ce que les blockbusters de l'été sont toujours aussi puissants à l'heure actuelle qu'ils ont pu l'être depuis Les Dents de la Mer? Est-ce que ça a changé ces dernières années? Je dirais que c'est de plus en plus fort. Souvenez-vous du phénomène Barbenheimer. On était en plein mois de juillet, on a 2 énormes films qui sortent le même jour. Et les 2 cartonnent. Voilà, il y a eu avant le Covid Le Roi Lion qui avait dépassé 10 millions d'entrées l'été. On sait que le public est disponible, on sait que si la proposition est forte, on peut faire des très très gros chiffres. Est-ce que le fait qu'il y ait un peu moins de Marvel ces dernières années, après une décennie qui a été totalement marquée par ça, ça ouvre un peu plus de place pour d'autres gros films de l'été qui ne seraient pas forcément des films de super-héros? Il y a effectivement une remise à plat un petit peu des propositions pour le public. Les studios s'interrogent beaucoup sur le phénomène super-héros. Est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a eu des propositions moins attrayantes? Donc effectivement, tout le monde s'interroge. Il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même régulièrement. Et puis il y a quand même beaucoup de grosses franchises qui continuent. On voit que Superman est daté en juillet. C'est à nouveau une grosse proposition dans l'univers des super-héros. Donc je dirais que le filon n'est pas tari, mais effectivement, on se pose la question, on s'interroge sur quel est le bon angle maintenant, comment faut-il les approcher. Et c'est toujours le challenge pour les studios d'avoir 2 à 3 très très gros films par an pour vraiment faire vivre le studio et autour de ça prendre plus de risques sur d'autres projets. Mais dans ces 2-3 gros projets, c'est souvent des films qui sont des franchises parce que c'est ce que le public aussi apprécie toujours. On voit que l'année dernière, dans le top 10 américain, il y avait 10 franchises. Ça veut dire que ça rassure le public, que c'est des décisions qu'on peut prendre en groupe facilement, qui font l'unanimité. Et donc, c'est difficile de se détacher totalement du concept de franchise ou de films qui ont déjà une existence dans la mémoire collective, quoi. Il doit y avoir un nouveau défi aussi pour vous, c'est faire venir les gens en salle alors que depuis de nombreuses années, ils pensent maintenant avoir accès à tout le cinéma depuis leur salon. Qu'est-ce que ça change pour votre stratégie de vraiment essayer de faire venir les gens au cinéma? Je vais être un peu en opposition à ce que vous dites parce que c'est vrai que pendant le confinement, beaucoup ont prédit la fin du cinéma. On a été évidemment abreuvé avec les plateformes et beaucoup de choses à la maison. Néanmoins, quand on regarde les chiffres des entrées françaises l'année dernière
avec 180 millions d'entrées, on n'est pas au niveau d'avant le confinement, mais on n'est pas si loin. Hein. Et donc, l'habitude d'aller au cinéma, elle perdure. Et ça, je suis convaincu que au-delà de l'accès à un produit culturel, c'est aussi une sortie. Et comme vous le disiez, les films de genre, les voir chez soi ou les voir au cinéma, c'est pas la même chose. Découvrir un film comme on va proposer là, 28 ans plus tard, qui est une œuvre d'art sublime sur grand écran, c'est une expérience que les gens veulent vivre au cinéma. Donc ça reste, si l'offre est là, et elle est de plus en plus challengée, hein, il faut qu'elle soit qualitative, parce qu'effectivement, comme vous le dites, on voit beaucoup de choses à la maison, mais si elle est là, les gens viennent. Vous parliez tout à l'heure de la période de Noël aussi, qui est une période spécifique. L'été, ça représente quoi pour votre chiffre d'affaires annuel ? C'est compliqué parce qu'on est dans un business où chaque année est différente avec nos propositions de films. Donc, moi, je peux faire une année avec 8 millions d'entrées et je peux faire une année avec 25 millions d'entrées. Donc, c'est très difficile de comparer une année à l'autre. Mais je dirais que l'été, parce qu'on est de plus en plus proche aussi des dates de sortie des films américains qui, eux, vraiment se concentrent sur leur été qui va de mai à mi-août. Du coup, l'été représente, je dirais, une grosse moitié de notre activité, oui. Et donc là, les prochains mois à Sony, c'est quoi le plus gros défi pour vous ? On a 28 ans plus tard, qui est notre gros projet là, et qui effectivement, comme c'est le début d'une trilogie, on veut absolument le réussir. Mais ensuite, on a beaucoup de rendez-vous. On a Karate Kid au mois d'août, qui est un reboot de la franchise avec à la fois le retour de Jackie Chan, mais aussi le mélange avec Cobra Kai, avec Ralph Macchio. Donc, on essaie de proposer une offre transgénération là sur le mois d'août. Ça va être une belle proposition. Et puis sinon, on a des films tout le temps, des films d'auteurs comme Code Stealing de Darren Aronofsky, qui est attendu à la fin du mois d'août, avec Austin Butler. On a également Matérialiste, film de Céline Song, son prochain film, qui est au début du mois de juillet, une comédie romantique. Donc, beaucoup de propositions variées. Et alors, au tout début, vous disiez, quand vous choisissez un peu vous essayez d'estimer le potentiel d'un film, vous disiez, il y a des films bons, pas bons. Ça vous arrive d'avoir un film que vous considérez comme pas bon et vous vous dites, comment on va distribuer ça ? Mais ça, c'est notre quotidien. Hein. Parce que les très bonnes surprises, on en a peu. Donc, on a plus souvent des films qui sont corrects, mais pas extraordinaires. Donc, il faut justement ne pas s'emballer, je dirais, parce que on peut avoir des bonnes surprises. Hein. Des fois, on a des films qui trouvent un public qu'on n'avait pas forcément totalement estimé. On le voit récemment sur surtout des comédies romantiques ou un genre qui revient un peu au cinéma, qui s'était calmé. Donc, des fois, on sous-estime, donc il faut faire attention. Mais notre objectif, c'est toujours d'être juste, c'est-à-dire à plus ou moins 20% de ce qu'on avait prévu, de taper juste, parce que ça veut dire qu'on aura fait le bon investissement et la bonne stratégie. Et ça arrive à l'inverse de miser gros, de mettre beaucoup de budget sur un film, et puis finalement, les entrées sont décevantes et vous ne l'aviez pas du tout anticipé ? Pas du tout, non, mais on peut être parfois influencé par le studio qui va ne pas croire forcément à nos prévisions et va nous demander d'investir un peu plus en se disant il faut jouer, il faut prendre le risque. Donc des fois, on prend des risques, mais calculés. C'est-à-dire qu'on investit peut-être un peu plus que prévu en se disant peut-être qu'en poussant, ça va passer, donc c'est souvent pas une bonne idée. Qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas du tout sur votre métier, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que le grand public sache sur votre métier ? Les gens ne connaissent pas notre métier. C'est vrai que le grand public sait qu'il y a des productions et des producteurs et qu'il y a des salles de cinéma, mais personne n'imagine le travail qui est fait pour amener l'œuvre au public. Et donc, c'est notre cheval de bataille, c'est d'essayer de faire comprendre cette activité auprès des jeunes pour attirer des talents, parce qu'effectivement, on a un métier qui est passionnant et qui est tout le temps dans la dynamique. On travaille toujours sur 5 ou 6 films différents. Et chaque film est un univers, donc c'est ce qui rend notre métier attractif, mais il est très peu connu. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi ? Vous l'avez compris, 28 ans plus tard, c'est un des gros enjeux de Sony cet été. Le film vient de sortir en salle et il se trouve que ça a été pour moi un énorme coup de cœur. Alors j'ai envie de vous en parler tout de suite. Il y a eu tellement de morts. Contaminés et non contaminés. C'est pour ça que notre village est si précieux. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. 7, 6, 11, 5. Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. Stéphane Huard avait raison, c'est un film qui s'inscrit totalement dans le système de franchise et de blockbuster de l'été dont on parlait un petit peu plus tôt, puisqu'il lance une nouvelle trilogie, mais c'est aussi un film d'auteur de Danny Boyle avec une patte et une vision très affirmées.
Ça se déroule 28 ans après le début de la propagation du virus qu'il y avait dans 28 jours plus tard, qui transforme tout le monde en zombie. Ça se situe sur une petite île qui est reliée au continent par une seule route, qui est la plupart du temps immergée, un peu comme la route qui mène au Mont-Saint-Michel. C'est très pratique, évidemment, dans ce genre d'histoire. Et on suit principalement une famille, et notamment un père, qui va éduquer son garçon de 12 ans à la survie en l'amenant pour la première fois sur le continent pour lui apprendre à se défendre et à se confronter pour la première fois à des zombies. Et là, je vais vous raconter quelque chose peut-être d'un peu personnel, mais je dois vous avouer qu'à chaque fois que j'envisage la question de la maternité, je me dis « Ok, mais en fait, si je fais un enfant et que l'apocalypse zombie démarre, ça va être tellement chiant. » Et je vous jure que c'est une vraie préoccupation à chaque fois que je me demande si je veux être parent ou pas. Et si vous êtes comme moi, ce film va sans doute vous apporter des réponses à cette question. Je préfère dire tout de suite que j'étais pas particulièrement fan des 2 premiers films de la trilogie. Je les trouve évidemment bons et je reconnais qu'ils avaient quelque chose de très novateur au moment où ils sont sortis. Mais il faut pas oublier que Danny Boyle, c'est quand même aussi un peu le cinéaste du seum. Je sais pas si vous vous souvenez de Trainspotting, mais c'est quand même quelqu'un qui aime bien nous foutre les boules de manière générale. Et les 2 premiers volets de la trilogie, moi, me plombaient un peu trop. Et là, je vous rassure, on n'est pas du tout sur un film funky fun. Mais je trouve que Danny Boyle arrive à créer un univers très différent des 2 premiers volets et c'est ça que j'ai trouvé très impressionnant. Il garde évidemment toujours sa patte, il garde un style de mise en scène très particulier. D'ailleurs, tout le marketing autour de 28 ans plus tard avait mis l'accent là-dessus, sur le fait qu'il avait tourné à l'iPhone avec un rig, donc un support constitué de dizaines d'iPhones qui permettait de capturer une même scène sous plusieurs angles de vue en simultané. Et tout l'aspect impressionnant techniquement qui nous était vendu par le marketing, on le retrouve absolument dans le film. Le son est aussi incroyable. D'ailleurs, l'ingé son du film, c'est Johnny Byrne, qui était l'ingé son de plusieurs films de Yorgos Lanthimos et aussi de La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, un film dans lequel le son est crucial. Et d'ailleurs, j'avais fait une interview de Johnny Byrne à cette occasion. C'est un ingé son brillant, passionnant et aussi adorable. Et là, quand j'ai vu son nom au générique, j'étais absolument pas surprise parce que le travail sur le son dans ce film est vraiment remarquable. Moi, j'avais pas vu la bande-annonce, mais j'avais quand même une idée assez précise de ce à quoi je m'attendais. Les 2 premiers films sont des films assez bruts, secs, très agressifs, et quelque chose de très saccadé aussi dans les mouvements. C'est des films dont l'image a un peu mal vieilli aussi parce qu'ils avaient été tournés avec des petites caméras numériques. Vous allez sans doute trouver ce que vous imaginez, c'est-à-dire des séquences horrifiques et des séquences d'action qui sont extrêmement bien menées, qui sont très anxiogènes, très rythmées, visuellement assez époustouflantes et éreintantes, parce que cette trilogie peut avoir un côté parfois un peu fatigant. Mais je dois aussi vous dire que 28 ans plus tard, ce n'est vraiment pas ce que vous imaginez que ça va être. Et c'est cet aspect du film qui m'a beaucoup plu. C'est le fait qu'il a cet aspect multidimensionnel, extrêmement riche. En fait, il développe beaucoup plus de pistes que ce que j'aurais pu imaginer, aussi dans son ton. Il y a énormément de ruptures de ton dans ce film et je trouve qu'elles sont très maîtrisées. On a des moments qui sont très drôles. On a des moments vraiment absurdes. On a une vraie émotion. J'ai pleuré devant ce film. Et on a aussi évidemment toutes ces séquences d'action et d'horreur qui sont très réussies. J'avais une petite frustration dans les 2 volets précédents sur le cadre urbain dans lequel il se situait. C'est aussi ça qui faisait tout l'aspect novateur de ces films-là. Et la prouesse aussi technique pour Danny Boyle d'avoir réussi à tourner dans Londres une histoire d'invasion zombie. Mais j'avoue que là, dans ce film qui se passe 28 ans plus tard, évidemment, la nature a repris ses droits. Et donc, on est dans des décors totalement différents des 2 précédents. Et j'avoue que moi, ça me parle beaucoup plus. Ça fait appel à tout un imaginaire de l'horreur auquel je suis beaucoup plus réceptive. Et j'ai trouvé, en fait, dans ce film, tout ce que j'aime dans le cinéma d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a un aspect subversif, il y a un aspect malaisant, il y a des décors qui peuvent faire un peu penser à des décors de fêtes foraines horrifique, c'est-à-dire qu'on a une église en ruine, on a un train abandonné, on a des cabanes au milieu de la forêt. Et moi, personnellement, c'est des décors de films d'horreur qui m'ont toujours un peu fascinée et qui vont vraiment réveiller mon imagination. Donc on a ce côté presque escape game avec des décors dont les personnages doivent absolument s'échapper. On a aussi la station essence, un grand classique du film d'horreur. Là, c'est une station essence Shell, mais dont la lettre S s'est décrochée avec les années. Donc il n'y a plus écrit que Hell sur la devanture, ce qui est évidemment plutôt bien trouvé. Mais ce que j'aime aussi dans les films d'horreur, c'est la catharsis qu'ils peuvent procurer. Il peut y avoir un côté parfois un peu existentiel dans l'amour qu'on peut avoir pour le genre de l'horreur. Mais dans ses formes les plus belles, les plus intelligentes et les plus profondes, je pense que le cinéma d'horreur nous permet d'apprivoiser la mort.
Et ce film-là a un discours direct sur comment apprivoiser la mort. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau et très réussi, surtout que dans ces scènes, le film manque toujours un petit peu de basculer du côté du grotesque et du risible. Et il le fait jamais. Et vraiment, réussir à maintenir cette ligne de crête avec plusieurs tons et avec une émotion qui va quand même finir par exister dans des séquences qui pourraient paraître totalement débiles, avec un réalisateur peut-être moins expérimenté derrière la caméra, c'est vraiment très très fort. Il y a aussi la musique qui a toujours été un élément très important dans les films de Danny Boyle et qui là est très réussi. On est sur quelque chose de très différent du film précédent et pourtant la musique du précédent fonctionnait extrêmement bien. Là, c'est une musique de Young Fathers qui va opérer encore une fois sur plusieurs tons. On a des moments très anxiogènes, très frénétiques, mais on a aussi des moments de musique beaucoup plus dramatiques et émouvantes qui se produisent pourtant dans des scènes d'horreur. Et c'est un choix que j'ai trouvé très surprenant mais qui fonctionne hyper bien. Quand j'ai vu Destination Finale Bloodlines, que j'ai aussi adoré, le plaisir résidait principalement dans l'utilisation experte de clichés très familiers. Et là, dans 28 ans plus tard, c'est totalement l'inverse. Le plaisir, il se trouve dans la singularité du film. C'est un film qui, déjà, fait vraiment confiance au spectateur. Il y a pas mal de moments où je savais pas forcément où on était, ni quand on était, mais ça m'a pas du tout dérangé parce que le tout était très maîtrisé. C'est un film qui peut avoir un potentiel grand public, même s'il est interdit aux moins de 16 ans, qui a un très fort potentiel divertissant, tout en ayant une patte artistique très affirmée, une vraie vision d'auteur, et c'est aussi un film d'adulte, ce qui fait plaisir quand on voit des films d'horreur. Ça m'arrive de voir des films d'horreur grand public au cinéma et de me dire qu'ils ont été globalement conçus, écrits et mixés de manière très paresseuse et très conventionnelle. Là, c'est pas du tout le cas. Et je dirais que c'est un pari réussi d'avoir fait à la fois un vrai objet de divertissement et aussi un objet artistique à part entière. Et franchement, Jack O'Connell en survêt en velours, c'était vraiment pas sur mon bingo pour ce film. Je vous en dis pas plus parce que je pense que le film vous réservera énormément de surprises. Mais pour moi, c'est un énorme coup de cœur et j'ai très très hâte de retourner le voir. Vous l'aurez compris, l'été est vraiment rythmé par les franchises et les gros studios comme Sony, Universal et Warner. Mais il y a aussi des distributeurs indépendants qui vont sortir des films en été. Et pour eux, cette saison ne comporte pas vraiment les mêmes enjeux. J'en ai parlé à Charles Lambert et Patrick Cibourg, distributeurs chez Nour, qui ont travaillé sur ce qui était pour eux leur plus gros projet à ce jour, la sortie de Life of Chuck de Mike Flanagan, un super film dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Juste après, vous pourrez aussi entendre ma critique du film Le Rendez-vous de l'été, donc restez jusqu'à la fin de l'épisode. Mais en attendant, je vous laisse découvrir mon interview avec Charles Lambert et Patrick Cibourg. Quel défi ça a représenté la distribution de Life of Chuck ? Pour nous, c'est un défi important parce que ça représente la plus grosse sortie à ce jour de la société. La complexité de ce film, c'est qu'il peut toucher à la fois les fans de Stephen King, puisque le film a été adapté d'un court roman de Stephen King. C'est aussi un film qui a une couleur hollywoodienne avec des acteurs extrêmement connus, Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill, Jacob Tremblay. Donc il a fallu jouer sur différentes notes pour essayer de nous accorder à tous les publics du film. Le fait qu'il sorte en été, est-ce que c'était calculé aussi pour avoir accès à un plus grand public, puisqu'on part du principe que l'été, c'est un peu là que les boîtes de distribution vont faire une grosse partie de leur chiffre d'affaires ? Pas tant pour un indépendant, puisque la vérité, c'est que le marché estival est un marché qui est effectivement très fort, mais c'est un marché qui est très segmenté vers le cinéma très commercial, le cinéma très grand public et le cinéma de divertissement. Sur des films justement à l'extrême limite, et c'était l'enjeu, à mon sens, de la sortie de ce film, et qui est importante, c'est que Mike Flanagan, c'est un auteur qui est connu plutôt pour ses films de genre, plutôt sur la question horrifique, et donc du coup qui va attirer un public plus genre, plus geek. Nous, notre enjeu avec ce film, c'était de dire l'été, c'est aussi un moment ou un des rares moments où beaucoup moins de films sortent. C'est-à-dire entre octobre et novembre, tu peux avoir jusqu'à 20 films qui sortent chaque semaine au cinéma. L'été, tu n'en as plus que 8 ou 10. Et c'est un film sur lequel on croit énormément au travail de bouche à oreille. Le bouche à oreille ne peut se mettre en place que si, dans un marché où il y a un peu moins de films forts qui sortent. Et comme on est quand même sur un film d'un auteur qu'on avait envie d'imposer aussi au cinéma, parce que Mike Flanagan n'est pas très connu dans le monde du cinéma, il est beaucoup plus connu dans le monde de la SVOD aujourd'hui.
Et on avait envie effectivement d'accompagner ce travail. Ça veut dire que effectivement, on se sert de ce mois de juin pour faire le lancement, de commencer une deuxième belle semaine, d'aller sur la troisième semaine sur la fête du cinéma et d'espérer comme ça conquérir et avoir un effet de bouche à oreille, comme une sortie entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire on laissait le temps au film aussi un peu plus de vivre. Et nous, c'est notre stratégie en tant qu'indé. C'est un vrai risque important pour un distributeur indépendant d'acheter un film comme ça, de l'imposer en France et sur le marché et de ne pas attendre la sortie américaine avec le succès ou l'échec de la stratégie américaine de Néon aux États-Unis avant de le sortir. Voilà, c'est un vrai risque, mais c'est un risque qu'on a voulu prendre parce qu'on pense que c'était la meilleure stratégie pour le film et qu'il aurait été plus noyé fin août ou septembre avec les grands événements du Festival de Cannes. Vous le disiez, les enjeux ils sont très différents pour un indépendant. L'été, pour moi, c'est un peu le territoire de Sony, Universal, tous les énormes blockbusters et les énormes boîtes. Comment est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans ? Est-ce que vous êtes écrasé par la concurrence blockbuster en été ? L'enjeu, c'est qu'on ne soit pas écrasé. Et donc, dans l'enjeu de ne pas être écrasé, il y a une possibilité de coexistence avec les blockbusters. Notre importance à nous tous en tant que distributeurs, c'est qu'on soit aussi sur un marché fort. C'est qu'on soit sur un marché où il y a des gens en salle, où il y a des gens qui viennent, où il y a des publics qui communiquent. Et aujourd'hui, par exemple, le succès de Mission Impossible, ça a permis à des dizaines de milliers de personnes de voir la bande-annonce de Life of Chuck et de potentiellement nous créer aussi une promotion pour Life of Chuck. Donc, il y a une concurrence évidemment qui existe entre les films. On est en permanence en concurrence, mais on travaille tous pour qu'on ait un marché fort et des belles propositions. Au-delà de Life of Chuck, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir bouger une date de sortie parce que justement vous vous retrouviez face à une concurrence qui allait poser problème en termes d'entrée ? Je pense qu'il n'y a pas un distributeur, surtout qui a vécu les années Covid, qui n'a pas bougé des dates de sortie dans les dernières années. Un film ne bouge jamais ou ne se date jamais par rapport à un seul facteur ou à un seul film. Il y a toujours des enjeux multifactoriels, des enjeux de festival, etc. Mais évidemment, ça nous est déjà arrivé. Après, sur Life of Chuck, il y avait cette idée aussi d'hiver qu'avec 60% de salariés essais et aussi effectivement des CGR, des pâtés, des UGC, des Mégarama. Donc, on a essayé d'avoir effectivement la gamme la plus large. Mais évidemment, ça s'est déjà arrivé de bouger des films et plein de films bougent. Il y a eu des films importants qui étaient sur cette date-là au 11 juin. Qui ont bougé aussi après que Life of Chuck se soit mis dessus. Des films qui, par exemple, espéraient une sélection à Cannes et qui l'ont pas eu et qui auraient pu se mettre là et qui ont bougé à cause de ça. Vous disiez au début que ça représentait un gros risque, la stratégie de sortie de Life of Chuck, et aussi que c'est le plus gros film que vous ayez distribué pour l'instant. Ça représente quoi dans votre budget annuel ? On sait qu'on va sortir 10 films, ça représente 25% de nos dépenses. Il faut que ça marche aussi, quoi. Bien sûr, c'est à la fois essentiel et nécessaire. Et c'est vrai que si ça fonctionne, ce sera aussi un bon signal pour le marché parce que le nombre de films américains entre l'avant-Covid et l'après-Covid a quasiment été divisé par 2, avec l'exode qu'on a vu de grands films américains qui sont partis sur les plateformes de SVOD. Et le pari, c'est d'essayer de faire revenir aussi un public cinéphile pour voir des films d'auteurs américain, parce que ce film est un vrai film d'auteur grand public, mais un film d'auteur. Et donc, pour nous, il y a un enjeu aussi, je pense, à faire revenir ce cinéma américain-là et ce cinéma américain-là de qualité dans les salles à réessai aussi. C'est le double enjeu. L'industrie cinématographique est en pleine mutation depuis quelques années avec les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour votre métier de distributeur ces dernières années ? C'est la communication qui a énormément changé. Ça date pas d'hier, ça fait plus de 10 ans, mais la part des réseaux sociaux et du digital en termes de communication, en termes de promotion, a pris une intensité de plus en plus forte à chaque sortie. Et on voit bien que la multiplicité des canaux, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est-à-dire qu'on peut cibler de mieux en mieux les publics auxquels on s'adresse et en même temps, on ajoute des dépenses à toutes sortes de ciblages qu'on est en train de faire. Donc, c'est un moment passionnant qu'on est en train de vivre, mais c'est aussi un moment de transition où on se pose la question de savoir s'il est encore intéressant, par exemple, de faire de l'affichage urbain, y compris à Paris, pour faire la publicité de nos films. Si on a encore besoin d'acheter de la bande-annonce dans les salles de cinéma, sachant que les spectateurs potentiels sont à portée de main sur le digital. Sur Life of Chuck, oui, on doit cumuler quasiment 30 millions de vues sur nos différents éléments de communication, que ce soit vues de bande-annonce, d'affiches, etc. Et donc, c'est vrai que c'est devenu quelque chose d'important. Après, sur la question de la SVOD aujourd'hui, dans l'économie d'un distributeur comme Nourfilm, elle est assez marginale parce que je pense que la fenêtre d'exposition d'une sortie salle, elle est absolument incomparable avec la fenêtre d'exposition d'une sortie en SVOD.
que ce soit en termes de presse, que ce soit en termes de prestige, que ce soit en termes de notoriété, et que du coup l'enjeu c'est de dire un film comme Life of Chuck derrière, je pense que c'est un film qui, une fois qu'il aura fait ses très belles entrées au cinéma, etc., pourra avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vie et faire re-rentrer le cinéma, la chronologie des médias dans un cercle vertueux. Et c'est en tout cas important pour nous parce qu'aujourd'hui la majorité des films distribués par Monfilm ne sont pas présents de manière marginale sur les plateformes de SVOD, en tout cas les plateformes grand public de SVOD, et je trouve ça extrêmement dommageable parce que ça devrait être aussi un vecteur de curiosité et de cinéphilie. Bah oui, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre un discours aussi un peu positif sur les plateformes, même si j'imagine qu'en tant que distributeur, le défi, c'est quand même de convaincre les gens de venir en salle et de pas miser sur le fait qu'ils vont rester sur leur canapé. Mais c'est vrai que les plateformes, oui, ça peut amener un deuxième souffle à un film et éveiller la curiosité des spectateurs qui ensuite peut-être viendront en salle, quoi. J'ai toujours pensé qu'en tout cas on pouvait créer quelque chose de vertueux avec les distributeurs, avec les gens de la salle, et sincèrement les plateformes ont été multipliées par 2000% en 10 ans, les entrées salles ont baissé de 7% dans le même temps. Le vrai enjeu à mon sens, c'est que les plateformes puissent à leur tour, une fois effectivement les films exposés en salle, jouer aussi le jeu de la diversité et le jeu de l'exposition des films de la diversité. Donc moi, je ne crois pas à cette cannibalisation, et on l'a vu au sortir du Covid, les gens avaient envie de retourner au cinéma, on a envie de cette expérience. Et la salle de cinéma reste, de manière unique et exclusive, le meilleur moyen de découvrir un film. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il faut au moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Pour finir cet épisode, j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur sur un autre film en salle actuellement, qui pour le coup n'a rien d'un blockbuster de l'été. C'est un film français, il n'appartient pas à une franchise. Ça s'appelle Le Rendez-vous de l'été et j'ai vraiment adoré. À la base, je devais voir une épreuve de natation. Je viens aussi pour voir ma sœur et ma nièce. Et j'ai pas vu ma sœur depuis 10 ans. Moi, je commençais déjà à me sentir un petit peu mal parce que j'avais pas ma coloc olympique. C'est ma demi-sœur. On a le même père, pas la même mère. Et ma nièce a 8 ans et je l'ai jamais rencontrée. Et les JO? C'est un film français réalisé par Valentine Cadic et ça se passe pendant les JO 2024 à Paris. Le personnage principal s'appelle Blandine, elle est jouée par une actrice qui s'appelle Blandine Madec. C'est une jeune trentenaire qui est très réservée, qui est très gentille, parfois peut-être un peu trop gentille aussi, et qui est de passage à Paris pour assister à plusieurs épreuves de natation pendant les JO, mais qui veut aussi en profiter pour renouer un lien avec sa demi-sœur qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans, et qui est jouée par India Air, qui est toujours excellente. Par rapport à tous les autres projets dont on a parlé dans cet épisode, ici on est sur un ton très différent. C'est ce qu'on pourrait qualifier de petit film. En tout cas, c'est un film assez contemplatif, assez calme. Et je dirais que c'est un film à infusion lente. C'est un film qui prend vraiment son temps pour développer son propos, pour nous permettre d'avoir accès aussi à l'intériorité des personnages. Ça peut parfois créer une petite frustration. Le personnage de Blandine, notamment, est très énigmatique. Et parfois, on a un petit peu envie de la secouer aussi parce que c'est ce personnage qui est très souriant, mais qui s'excuse presque d'exister dans certaines scènes. Mais c'est aussi cette discrétion du personnage qui fait que dans les moments où elle se révèle, ça devient encore plus fort. Ce que j'ai trouvé très très beau dans ce film, qui est aussi vraiment mélancolique, c'est que ça se passe en pleine ébullition parisienne, au milieu des JO d'été, mais on est très souvent avec ce personnage qui est seul. Et on est dans des séquences souvent silencieuses et solitaires, puisque en fait sa demi-sœur a beaucoup de préoccupations et ne lui accorde pas forcément beaucoup de temps. Elle va croiser la route de certains personnages qu'elle rencontre comme ça dans la rue, mais c'est aussi un film qui est assez introspectif et qui révèle pas toutes ses cartes tout de suite. Et ce qu'on finit par découvrir, c'est que le personnage de Blandine, en fait, rejette consciemment la frénésie parisienne, la recherche constante de compagnie, ce qui est une position qui est franchement pas facile à tenir dans le monde actuel et pas facile non plus à tenir pour un personnage de cinéma, surtout pour un personnage qui peut paraître plutôt passif dans beaucoup de scènes. Mais en fait, elle a des envies et des valeurs très affirmées, c'est ce qu'on va découvrir au bout d'un moment. Et on comprend qu'elle est beaucoup plus à l'aise en Normandie, là où elle habite d'habitude, avec sa solitude, plutôt que dans ce monde parisien qui lui convient pas trop et dans cette recherche de stimulation et d'activité constante qui est employée par beaucoup de monde en fait pour masquer la solitude ou pour fuir la solitude. Et ce qui est très beau avec ce personnage, c'est qu'elle ne cherche pas à fuir la solitude. Faire le choix d'être seule, ça peut aussi comporter une certaine tristesse et le film n'occulte pas du tout ça.
On apprend aussi assez tôt dans le film que c'est un personnage qui se remet d'une rupture et elle s'est séparée de son ex-compagne parce que son ex voulait avoir des enfants et pas elle. Mais paradoxalement, ou pas si paradoxalement que ça, en fait, elle va se lier d'amitié avec sa nièce, dont elle fait la connaissance pour la première fois. Et donc, toute la réflexion du film sur tout ce que ça peut comporter de doux amer et de mélancolique, sur ce lien qu'elle va créer avec une enfant, tout en étant parfaitement consciente du fait qu'elle-même ne veut pas d'enfant, et sur tous ces questionnements très très durs, en fait, qu'on peut traverser quand on est une femme trentenaire. Ça m'a vraiment émue. Si vous vous souvenez de la critique que j'avais fait de Partir un jour d'Amélie Bonin dans un des premiers épisodes du podcast, c'est aussi un aspect du film qui m'avait beaucoup touchée, puisque tout le film, derrière un ton beaucoup plus jovial, je dirais, que Le Rendez-vous de l'été, portait quand même un propos aussi sur le questionnement autour de la maternité. Là, vraiment, je m'y attendais pas du tout, parce que c'est un film assez sobre et contemplatif qui va pas du tout appuyer sur de grosses ficelles émotionnelles, mais j'ai quand même fini par être assez bouleversée par certaines séquences. J'ai fini le film en larmes. Bon, après, j'étais en SPM aussi, ça a pu jouer, mais je l'ai trouvé vraiment très très beau. Ça s'appelle Le Rendez-vous de l'été. C'est diffusé sans doute dans beaucoup de moins salles que 28 ans plus tard, mais je vous encourage vraiment à aller le voir s'il passe près de chez vous. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Si ça ne vous a pas plu, je ne veux pas le savoir, laissez-moi me faire des films. Si vous avez vu Les Dents de la Mer en 1975 et que vous avez développé une phobie de la plage après, écrivez-moi, ça m'intéresse. Et j'en profite pour vous dire que si jamais vous voulez me voir raconter ma vie en vrai, vous pouvez venir au Majestic Bastille ce dimanche 22 juin à 15h. Ce sera dans le cadre du Festival du film de Fès et j'y serai avec ma partenaire de crime Marie Telling. À 15h, on va diffuser le film Magic Mike XXL, qui est un film qu'on adore toutes les deux au premier degré. Et ensuite, juste après la projection, on enregistrera en public un épisode du podcast Amis. Si vous n'avez pas encore votre place, vous pouvez trouver le lien vers la billetterie dans la bio. Et l'épisode, une fois enregistré, sera diffusé dans le flux de Anaïs se fait des films et dans le flux d'Amis. Si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'est-ce que vous faites ? Allez vous abonner immédiatement. Et ensuite, je reviendrai toute seule le vendredi d'après pour vous parler une nouvelle fois de cinéma. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Et au fait, je t'ai pas dit. Ouais. Anaïs, elle se fait des films. Mais non.